écoutez, elles sont venues nous rendre visite. Nous les avons appelées les mères nature, car nous allons parler de la nature, bien évidemment, mais aussi de l'engagement des femmes sur tous les fronts, car la nature par elle-même ne se porte pas, ne faut-il pas, ça et là, que les femmes s'engagent sur le front politique, économique et d'autres encore. Merci de les recevoir avec moi. À ma droite, Ida Kerad, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la représentante de l'association Étoile d'Afrique au Maroc. Merci d'être venue sur notre plateau. Avec nous aussi, madame Juliana Lumumba, bonjour. Bonjour. Je vous présente comme femme politique seulement, mais bien évidemment, comme toutes les femmes, vous avez 1 milliard de cordes à votre arc et nous allons avoir l'occasion de nourrir la discussion à l'aune de ce que vous avez eu à faire et que vous projetez de faire encore, parce qu'une femme n'a jamais dit son dernier mot. Et puis, à vos côtés, princesse Marilyn Yav, bonjour. Bonjour, Ladi. Présidente d'Étoile d'Afrique, et vous portez bien le nom de votre association, la lumineuse comme une étoile, n'est-ce pas? Merci, comme vous toutes. Alors, nous avons plus sérieusement en ligne de mire la nature, le bassin du Congo, c'est votre bébé en ce moment. Vous nous direz quelle est l'implication des femmes dans cette dynamique-là et puis comment est-ce que ceux qui nous regardent peuvent peut-être y apporter quelque chose, sait-on jamais. Je voudrais vous proposer, si vous êtes d'accord, que nous commencions par ce film que vous avez bien voulu nous apporter. C'est une mise en bouche. On regarde sans les pop-corn. À tout de suite. Vous allez voir aussi que les femmes ont une place importante dans la société et dans l'économie mondiale. Comment prennent-elles place dans cette société? Que font-elles de concret pour participer au développement durable? Ce que j'ai présenté l'Étoile d'Afrique, j'ai présenté donc cette organisation qui existe depuis donc 2004 en France. C'est une organisation caritative et culturelle de droit français, créée donc selon la loi 1901. Mais depuis le mois de mai 2010, elle a officiellement lancé donc une campagne de sensibilisation et de levée de fonds pour la sauvegarde du bassin du Congo afin de lutter contre le réchauffement climatique. Bienvenue au bassin du Congo, l'une des plus grandes forêts du monde. Couvrant 2 millions de kilomètres carrés, une superficie 4 fois la taille de l'Espagne, les forêts du bassin du Congo couvrent 6 pays au cœur de l'Afrique. Cette vaste forêt agit comme le deuxième poumon de la Terre, à côté de la forêt amazonienne. Ces arbres libèrent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Ce processus réduit la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribue à ralentir le réchauffement climatique. Les forêts du Congo soutiennent une biodiversité vaste et régulent le débit de l'immense réseau hydrographique du fleuve Congo. Mais ils fournissent aussi de la nourriture, des abris et des médicaments à des millions d'habitants de la forêt, dans certains pays les plus pauvres du monde. Pourtant, le bassin du Congo est menacé. La conversion des terres pour l'agriculture, le déboisement illégal et l'exploitation irrationnelle des ressources forestières augmentent la pression sur les forêts et ceux qui y vivent. Les efforts pour comprendre ces pressions ont été entravés par des conflits, le sous-développement et le manque de capacités. Ce qui signifie qu'en dépit de leur importance mondiale, beaucoup est encore inconnu sur ces forêts. Ce sont des forêts qui sont sous pression anthropique maintenant. Alors nous, comme scientifiques, nous voulons que nous puissions caractériser la faune, donc les oiseaux, l'ornithologie de cette forêt-là, avant que cette forêt ne soit vraiment détruite. Nous apprenons davantage sur le rôle de la forêt dans le maintien de la vie et les moyens de subsistance. Des millions de personnes dans la région dépendent des animaux sauvages comme source de protéines essentielles, attrapant et mangeant environ 5 millions de tonnes de viande de bœuf chaque année. Mais l'augmentation rapide de la population dans la région signifie que la chasse devient non durable. Parce que ça ne voit pas. Ça ne se voit pas comme auparavant.
Cette vigne de forêt, connue sous le nom de ocoque, est un légume très populaire, tellement populaire la récolte en devient non durable. Le coq nous sert les enfants pour mettre à l'école, l'habillement, la santé. Dès que tu viens de vendre le coq, tu peux payer des produits pour ta santé. Chaque année, jusqu'à 9 millions de mètres cubes de bois sont légalement récoltés dans la forêt du bassin du Congo. Une source majeure de revenus pour les pays de la région. Mais de nouvelles recherches au Cameroun ont montré que la quantité de bois vendu illégalement à l'intérieur du pays est encore plus grande que la quantité récoltée légalement et exportée. En République démocratique du Congo, les chercheurs du CIFOR ont étudié la possibilité de lutter contre le changement climatique tout en aidant les gens à s'y adapter. Et ils se rendent compte que les gens dans le village de Lukolela subissent déjà des changements climatiques. Chez nous ici, par exemple, la période de pluie commence normalement au mi-août. Mais des fois, on voit la période commence au mois de juillet, tel que nous sommes. Des fois, ça va commencer au mois de septembre. Et quand ça vient, les eaux ne montent pas régulièrement. À un moment donné, ils se retirent. Il y a un désordre de cycles comme ça. Les forêts d'Afrique centrale contiennent encore de nombreux mystères et ce manque d'informations fiables entrave les efforts visant à mettre en œuvre de bonnes politiques. Néanmoins, les gouvernements, les entreprises, les ONG, les scientifiques et les populations locales de la région coopèrent et commencent à percer les secrets de l'immense bassin du Congo et à développer des moyens pour le protéger. Voilà donc, nous parlons là des mères nature, c'est l'intitulé que nous avons donné à notre émission, mais plus précisément le rôle de la femme dans le maintien de la forêt. Vous avez vu ces belles images qui donnent envie de rêver, mais il faut garder les pieds sur terre. Je voudrais donc, mesdames, vous demander ce que cela suscite chez la femme politique que vous êtes. Vous voyez ces femmes qui sont dans leur quotidien, qui sont dans leur environnement, leur écosystème, j'ai envie de dire. Et quand on leur dit « Ah, attention les dames, il ne faudrait plus cueillir de telles plantes qui pourtant permettent de nourrir ses enfants, de faire du commerce », quelle réaction cela suscite chez vous ? Je ne pense pas qu'on leur dise nécessairement il ne faut pas cueillir telle plante parce que les femmes en général dans ces milieux-là connaissent les plantes mieux que nous et ce sont elles qui préservent mieux que toute autre personne l'écosystème. Ce qu'elles ont besoin aujourd'hui, parce que les femmes, 70% de la production en Afrique, ce sont les femmes. 60 à 80% de la nourriture en Afrique, ce sont les femmes. Mais elles n'ont que 2% de la terre. Donc, je pense plutôt, moi, au problème de corriger l'extension pour développer de plus en plus. Non seulement développer au niveau économique, mais développer parce que ce sont aussi détentrices d'un certain savoir, que ce soit par les plantes ou la nourriture. Donc ce sont elles, avec d'autres personnes évidemment, qui sont les chefs coutumiers, qui sont les chefs de secteur, tous ceux qui sont dans la région, qui peuvent mieux protéger la nature et protéger le développement communautaire en général. Peut-on espérer que lorsque d'autres femmes se mobilisent autour d'une association comme Étoile d'Afrique, cela puisse bénéficier à ces femmes-là d'abord, parce que peut-être seriez-vous bien plus consciente que les politiques ou toute autre personne de ce qu'elles vivent, de leurs besoins, de leurs nécessités, de leur réalité. L'Étoile d'Afrique, d'abord, elle a une vocation caritative, donc c'est d'abord, elle est à l'écoute de ces femmes et elle réagit pour justement ces femmes. L'Étoile d'Afrique ne compte pas sur les politiques, mais compose avec les politiques. Mais on ne compte pas sur eux. Alors, dites-nous, Ida, pourquoi avez-vous accepté de rentrer dans cette aventure? Je rappelle que vous êtes la représentante d'Étoile d'Afrique au Maroc. Est-ce que les questions se posent dans les mêmes termes, ainsi qu'on a pu le voir dans cette vidéo? Non, pas dans les mêmes termes, puisqu'on n'a pas la même configuration. Le Maroc n'a pas les mêmes... les femmes marocaines n'ont pas les mêmes besoins et ne produisent pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes produits. Et effectivement, au Congo, avec une grande forêt comme ça, le Maroc n'a pas beaucoup... c'est pas égal. J'ai accepté de cette mission, que j'espère honorer, pour pouvoir donner une visibilité à ces femmes, à mes sœurs, enfin j'appellerais ça, qui sont courageuses et que parfois ils sont dans l'ombre.
et pouvoir fédérer nos énergies ensemble, que ce soit au nord et au sud, et en sortir quelque chose qui sera bénéfique pour ces femmes qui sont au quotidien confrontées à des situations assez parfois... pour moi, je dirais que c'est encourageant parce qu'elles sont encore là, mais à pouvoir aider leur quotidien. Alors, quelles sont les réalités auxquelles elles sont confrontées aujourd'hui, les femmes au Maroc? Vous parlez là des femmes rurales, peut-être bien plus que les femmes de la ville, lorsque nous parlons de la nature et du réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. C'est exactement la même problématique qu'au Congo, que dans d'autres pays. Seulement, peut-être pas dans la même... parce que le climat n'est pas le même. Mais c'est à peu près la même problématique. Alors, c'est l'occasion peut-être de parler et d'annoncer, alors comment dites-vous, les Green Ladies of Africa, quel est le terme exact d'ailleurs et que cela désigne-t-il? Les Global Green Ladies for Africa. En fait, l'origine, la genèse donc, de cette aventure, si je peux appeler ça comme ça, date de 2010, où j'avais lancé la campagne de levée de fonds et de sensibilisation donc, pour la sauvegarde du bassin du Congo, qui est vraiment le patrimoine de l'humanité, parce que c'est le dernier puits de carbone. Puits de pétrole. Non, puits de carbone. Révélateur. Oh là là. Le puits de carbone. Une femme d'affaires se cacherait-elle derrière la présidente d'Étoiles d'Afrique? Je suis femme d'affaires, mais humaine. Donc vous disiez, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Le dernier puits de carbone de la planète qui est encore intact et qui est précieux pour l'humanité. Donc, quand on a lancé donc, cette campagne, nous avons créé sur place à Kinshasa la plateforme qui s'appelait The Congolese Green Ladies. Au départ, c'était uniquement national, puis après c'est devenu régional et maintenant on le rend international et c'est pour ça que la dénomination a évolué. Ça s'appelle maintenant The Global Green Ladies for Africa. C'est ce que nous avons maladroitement traduit ou transcrit par les mères nature. Mais alors que sont censées faire toutes ces femmes qui se mobilisent au chevet de la nature, parlons ainsi? D'abord, il y a toutes les femmes qui sont naturellement mobilisées à travers, qui répondent aux besoins de Dame Nature, parce que la nature, elle est ce qu'elle est, elle ne nous a pas attendus, et elle sera toujours là, même quand nous ne serons plus de ce monde. Et la mission de toutes ces femmes, c'est de lui rendre ce qu'elle nous a offert. Et quel est le profil des femmes nature? Il n'y a pas de profil particulier. Il suffit de vouloir rentrer en adéquation avec la nature, c'est-à-dire respecter les codes que la nature nous a imposés. Des exemples. Prenons les premières, d'abord les femmes maraîchères. Ça, c'est les toutes premières. Et toute femme peut devenir maraîchère. Souvent, les femmes, à la fin de leur... Comme on dit, elles prennent de l'âge, elles cultivent leur petit jardin, elles se tournent vraiment vers la nature. Elles deviennent plus sages, plus bio. Plus bio. Elles élèvent des poulets. Donc, elles s'adonnent vraiment à ce que l'être humain a vraiment besoin en toute simplicité. Maintenant, il y a, par exemple, les femmes d'affaires. Elles pensent maintenant même à exploiter le pétrole, mais de façon propre, parce qu'il existe des procédés pour exploiter les énergies polluantes, mais les rendre propres. Non, pas les rendre propres, mais les exploiter de façon propre. Alors, de façon propre, et donc de gagner peut-être un peu moins d'argent que ceux qui font de façon sale. Contrairement, en exploitant propre, on gagne beaucoup plus d'argent. Ne le savent-ils pas déjà, ceux qui exploitent le pétrole, d'ailleurs? Ils le savent. Alors, ce que je vais dire, c'est un secret de polichinelle. Ils le savent, mais c'est avoir accès à ce procédé qui est... C'est une toute autre affaire. Ah, voilà, parce que ceux qui ont créé ce procédé sont quand même exigeants. Alors, je voudrais, Madame Lumumba, vous interpeller en tant que femme politique cette fois-ci, parce qu'on l'a entendu d'ailleurs, il faut exploiter, mais de manière propre. Et puis, est-ce que les femmes vont se contenter d'un lopin de terre où il y a 2 tomates et 3 carottes? Ne vont-elles pas, elles aussi, et légitimement avoir envie de faire de l'exploitation? Ne parle d'avoir 2 tomates et 3 carottes. Et pourquoi? Parce que d'abord, en général, en Afrique, c'est pas, en général, on cultive bio. Par nécessité. Quoique,
Quoique, Et même, c'est de vite toute façon, aujourd'hui les pesticides. Il y a les pesticides. Oui, chacun d'accord, veut mais de la de toute façon, rentabilité. il y a la rentabilité, on recherche la rentabilité. Mais en gros, je pense que quand on parle de plus en plus aux femmes, moi qui suis politique, parce qu'on dit toujours, on parle beaucoup de femmes. Mais moi, je suis parmi celles qui pensent que quand on parle avec les femmes, il faut parler de plus en plus avec les femmes et voir ce qu'elles demandent. Ce qu'elles demandent, c'est pas de détruire la nature, mais elles demandent aussi à avoir leur part de l'essor de ce qui se passe en Afrique. Et elles y sont. Parce que quand on parle de cela, je travaille énormément avec des hommes d'affaires en général, mais les femmes, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de femmes qui se sont lancées dans les énergies renouvelables. Curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont... Y a-t-il un lien de cause à effet? Comment vous expliquez-vous cela? J'avoue que je ne m'explique pas. J'avoue simplement que j'ai constaté que les femmes se lancent de plus en plus dans des domaines qu'on ne les y attendait pas, c'est-à-dire la construction, l'immobilier, l'agroalimentaire, la transformation. C'est-à-dire non seulement cultiver, mais la transformation. Et de plus en plus aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a, par exemple chez nous, de plus en plus de femmes dans le solaire. Au Congo. Oui, de plus en plus de femmes. Et il y a aussi, on voudrait les amener à aller de plus en plus vers l'hydraulique. Bon, dans des pays comme le nôtre, il y a énormément d'eau. Parce que, 1, c'est moins cher. 2, on a une ressource renouvelable. Et en plus, ils peuvent se retrouver et gagner leur vie. Donc, je constate qu'il y a de plus en plus d'initiatives des femmes qui vont dans des domaines qui rejoignent la nature. On fait énormément de séminaires, non seulement pour le renforcement des capacités, et en plus, on trouve de plus en plus de femmes d'affaires, parce qu'on ne se rend pas compte de leur force. Mais elles sont extraordinaires. Non seulement aujourd'hui, elles font des tours de concertation, et ce sont les mêmes femmes d'affaires qui donnent de l'argent à d'autres femmes d'affaires pour sortir de l'informel. C'est-à-dire, parce que pour moi, être près de la nature, vous ne pouvez pas non plus ne pas être près de l'humain. Donc, et les femmes, je pense que les deux font une synergie. Et quand on se voit aujourd'hui dans une plateforme que je travaille énormément avec Étoile d'Afrique, que je vois que, bon, j'ai énormément travaillé avec les femmes aussi du Maroc, je suis basée en Égypte et je parle arabe, on voit qu'il y a de plus en plus de synergie. Et on voudrait de plus en plus travailler ensemble pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, que ce soit même au niveau de la nature, il faut que les femmes soient informées de plus en plus, à tous les niveaux. Il y aurait donc deux sons de cloche. D'aucuns disent que les femmes ensemble ne font rien d'autre que de se crêper le chignon, mais je crois entendre dans ce que vous nous dites là que l'émergence des femmes se fera par d'autres femmes surtout. Surtout, oui. C'est l'idée de cette plateforme qui est extraordinaire pour pouvoir donner cette visibilité aux femmes et pouvoir au niveau de l'information, au niveau parfois même de la formation, de l'information et des formations qui sont très nécessaires pour pouvoir avancer. Et j'avoue que l'idée est satisfaisante, enfin à mon niveau, à moi, mais déjà que ça fait déjà ses preuves et on verra encore dans le futur. C'est l'objectif à atteindre, puisque les femmes sont les moteurs et les précurseurs de pas mal de choses. Donc c'est pas la même, je me répète encore, c'est pas les mêmes problématiques et les mêmes besoins et le même fonctionnement qu'en Afrique, plus bas au sud que chez nous au Maroc, mais tous on se retrouve avec les mêmes idées et les mêmes objectifs. Oui, allez-y, je vous voulais prie. simplement dire Oui. que je suis secrétaire général de l'Union africaine des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. 42 chambres de commerce, donc quand même il y a pas mal de monde. Et on se rend compte de plus en plus que les associations féminines de femmes entrepreneurs, de plus en plus, elles se retrouvent dans des cadres de concertation économique qui sont entre le public et le privé. Ce n'est pas uniquement des femmes, mais les femmes sont membres de ces associations. Et il y a de plus en plus une grande demande de la part des femmes pour qu'il y ait une synergie entre elles pour fonctionner contre les blocages qu'elles trouvent et que nous connaissons. La question, justement, elles sont membres de ces associations, mais à quel niveau? Est-ce qu'elles sont juste dans la masse et nombreuses? Non. Énormément sont à des postes de décision. Justement, c'est-à-dire, dans ces cadres de concertation, il y a énormément de femmes, des femmes entrepreneurs. Oui. Il y a de tous les niveaux. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les femmes intello, machin. Il y a, bon, comme on dit, les nanas. Bac -60. Oui, voilà. Mais on trouve que ce sont des femmes, souvent quand j'arrivais à des forums,
on change d'avis parce qu'on voit, comme on dit, les mamans de chez nous, elles ont une capacité financière énorme, mais elles n'ont pas un niveau, comme on dit, intellectuel et tout. Mais il y a de plus en plus des forums, comme par exemple la fondation de Graça Machel, il y a New Faces, New Choices. Ils se fédèrent parce qu'ils prennent les projets des femmes pour les aider à avoir des crédits. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui aident d'autres femmes, c'est-à-dire les maraîchères, ainsi de suite et tout, pour sortir de l'informel. Et ils demandent qu'il y ait une plus grande synergie. Par exemple, j'ai une demande de la femme des femmes entrepreneurs arabes, une plus grande synergie avec les femmes d'Afrique subsaharienne par rapport aux problèmes juridiques qui se posent à elles quand elles vont d'un pays à l'autre. Mais à travers les organisations des femmes, pas les organisations des chambres de commerce, pour voir que de plus en plus les femmes sont conscientes de ce qu'elles sont, parce qu'elles sont quand même le moteur, et elles se disent aujourd'hui, il n'y a que nous les femmes qui pouvons aider les femmes. Et elles demandent même, il y en a d'autres, au-delà des tontines, je crois qu'en, si je m'abuse, c'est en Éthiopie, qui a tenté de faire une banque de femmes, pour répondre réellement aux besoins qu'elles ont. Parce que les banques telles qu'elles existent aujourd'hui, en gros, pas partout, ne répondent pas à leurs besoins. Et à leurs attentes. Il y a certains hommes aussi qui sont assez réticents parce que pour eux, la femme, c'est pas quelqu'un sur qui... Parfois, je ne dis pas que tous les hommes, il y a quelqu'un dans la tête des gens... Ils sont nombreux, rassurez-vous. Soyez à l'aise avec cela. Oui, mais je suis assez gênée de dire ça, mais je ne veux pas généraliser. Mais pour eux, une femme ne va pas y arriver. Or, c'est faux. Une femme, quand on lui donne les moyens, elle arrive 2 fois mieux qu'un homme. Je parle en tant qu'entrepreneur et je sais que nous, les femmes, par rapport à la gestion, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ça, on sait gérer. On gère beaucoup mieux, on gère et le temps et on gère son travail. Et en même temps, on a cette force de capacité qui fait que la femme a ses qualités. Mais il faut qu'elle soit un peu plus poussée et aidée par les hommes qui peuvent lui ouvrir encore beaucoup plus de portes. Ou par d'autres femmes. Par d'autres femmes, évidemment. Mais il y a toujours ce plafond de verre où on n'arrive pas à passer la tête. Voilà. Ça, moi, je dirais que, qu'on le veuille ou pas, bon, d'abord, les chiffres sous le CDE, 61,9% des biens en Afrique sont produits par des femmes. Mais bon, vous voyez qu'elles n'ont pas leur place. Oui. Et moi, sont-elles au courant? Parce que peut-être aussi que ça pourrait inverser la vapeur. Oui, non, mais ils sont au courant, mais ils font tout pour qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on commence à nous faire des trucs de parité, on prend des lois, on adopte. Ils se sont rendus compte que c'est dangereux de mettre les femmes de côté. Mais je pense qu'on ne gagne rien à ce que les femmes soient perçues en confrontation, en opposition totale avec les hommes. Nous devons discuter avec eux parce qu'ils sont détenteurs du pouvoir politique et économique. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Mais c'est-à-dire, on discute là où c'est. Je crois qu'on doit trouver des cadres de concertation et de discussion communautaire parce que quand même, nous vivons dans des communautés. C'est-à-dire que ce soit au niveau des chefs coutumiers, au niveau des chefs de secteur, au niveau des autorités administratives et même religieuses, et les femmes. Et parce que je crois qu'avec le dialogue, ils se rendront mieux compte de ce que veulent les femmes et ce qu'elles vont faire. Ce n'est pas un appel à la désobéissance, comme la plupart des hommes le disent. Elles ne vont plus nous obéir, elles ne vont plus nous respecter, ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de cela. Non, mais je fais partie aussi de Women's Business Forum OCDE. Et donc, on en débat depuis 4 ans sur le même sujet et la problématique de crédit, microcrédit et pouvoir aider toutes les femmes. Donc, chaque fois, il y a une phrase qui revient, comme vous disiez tout à l'heure, on n'est pas en train de se confronter aux hommes. La femme et l'homme sont complémentaires. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de communication là-dessus pour que ça puisse
rentrer, il y a certaines personnes qui l'ont compris, mais il faut que ça soit encore beaucoup plus. Est-ce que c'est la communication là-dessus qui manque ou est-ce que c'est l'envie de ne pas entendre cela? Parce qu'il n'y a pas meilleur sourd que celui qui refuse d'entendre ce qu'on lui dit. Il y a aussi beaucoup de barrières culturelles. Mais si on ne parle pas, si on n'explique pas, si on ne montre pas... Et si on ne prouve pas, si on ne prouve pas, on fait comment? Parce qu'ils savent parfaitement bien, ne fût-ce que nos pays sont agricoles. Une femme, bon, quand elle revient avec ses 10 sacs de maïs, c'est pas elle qui choisit à qui elle donne. Elle doit donner 6 sacs. Que ce soit au chef coutumier, à son mari. Ce sont eux qui distribuent. Et ce sont eux. Donc c'est pour ça qu'on doit discuter. Alors, 1 minute pour conclure, Princesse Marilyn Yave. Alors, les femmes dans l'émergence, en tout cas l'émergence des femmes au travers de la question du climat, de la nature qui se pose enfin à tout le monde, peut-être que c'est une percée, c'est une niche là où elles vont s'engouffrer, non? J'espère bien. De toute façon, aujourd'hui, l'avenir est entre les mains des femmes. Et ça, c'est pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Et la protection de l'environnement vous donne un agenda. Quel est celui d'Étoile d'Afrique sur cette thématique? L'agenda de l'Étoile d'Afrique sur ce programme-là, c'est d'abord de sauvegarder le bassin du Congo en programmant une levée de fonds, donc un fundraising autour de ce joyau de l'humanité et particulièrement donc le jardin des Yala. On peut retrouver donc Étoile d'Afrique sur Internet. Je veux croire qu'en allant sur votre site, on pourra avoir toutes les informations qui puissent donner envie, en tout cas donner envie à ceux qui veulent se joindre à vous, de vraiment trouver des appuis, d'apporter aussi leur contribution parce que, comme disait quelqu'un, ne vous demandez pas ce que fait la nature pour vous, qu'est-ce que vous faites pour la nature? Je voudrais vous remercier véritablement toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames Nature, continuez bien, nous en avons besoin. Merci. Merci de nous avoir reçus.